Et bonsoir, on est de retour pour une petite discussion, une petite émission de discussion qu'on a intitulée Les musulmans face aux législatives, que faire? Je crois que c'est à peu près ça le titre, mais ça sera aussi l'occasion de parler plus largement de l'actualité, de politique, des quartiers populaires et des musulmans et de parler de qu'est-ce qu'on fait dans cette actualité et aussi de parler aussi de stratégie longue d'organisation, d'auto-organisation. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Timéra. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Alors, à toutes et à tous. Pour te présenter, tu es doctorant international en philosophie à la Sorbonne, ça se la raconte. Tu es islamologue et théologien. Tu es aussi un ancien chef de projet politique de la ville et tu es diplômé de Sciences Po Paris et tu as sorti ce livre, Lire le Coran. C'est ça, avec un Y. Il y a une faute d'orthographe. C'est pas une faute d'orthographe. Pourquoi ce Y? Parce qu'il faut lire les choses dans leur harmonie et non dans la séparation. Ah, lire comme l'instrument de musique. L'instrument qui est... La musicalité du Coran, quoi. Je dirais l'harmonie. L'harmonie, d'accord. L'harmonie, il faut lire le Coran parce que quand les manipulateurs, quand ils veulent faire dire à un texte que ce qu'ils veulent, ils le coupent. Ils prennent un bout de phrase. D'ailleurs, on fait cela aussi en politique. Ah, comme Michel Onfray, un peu. C'est ça, ils coupent des paroles comme ça, ils font dire tout et n'importe quoi, alors que la rigueur intellectuelle, c'est de voir les choses dans leur ensemble. Et je pense que même sur le plan politique, on voit la manière dont, sur le plan médiatique, on coupe constamment la parole des gens. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui divise, qui sépare et qui ne voit pas les choses dans leur ensemble. Moi, je propose de voir les choses dans leur ensemble et harmonie. Et donc, alors, je pense qu'il y a, chez les musulmans qui nous regardent, il y en a pas mal qui te connaissent déjà. Ouais. Moi, je sais que c'est beaucoup pour ton travail sur la théologie, les sciences islamiques que je te connais, que pas mal de gens à qui je parle de toi te connaissent. Mais tu t'intéresses aussi à la politique, au quartier. Et donc, on va discuter un peu de tout ça. Et pour ce faire, j'ai aussi un habitant des quartiers, c'est ça? Non, Monsieur Samir. Pas du tout, je me suis gentrifié, monsieur. Ah ouais? Alors, je préfère garder l'anonymat, Samir B. Militant décolonial. Tu vas bien, ça va, Samir? Franchement, ça va super bien. Et est-ce que tu connaissais Ousmane ou pas, toi? Franchement, non, je l'ai découvert là par rapport aux échanges qu'on a eus dernièrement. Ouais. Et je suis allé voir l'entretien que tu as fait sur Miziane TV. Oui. Justement, où tu abordes les questions politiques. Et donc, forcément, ça recoupe la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et justement, sur cette notion d'essayer d'avoir un projet au-delà de l'aspect électoraliste, etc., d'essayer d'être dans une proposition. Et voilà, je pense que ça sera intéressant de pouvoir discuter de ça. Et très heureux d'être là avec vous. Et puis, bien sûr, avec Wissam Zelka. Il est entré dans le top 5 des streamers c'est son français. Altesse. C'était cité sur BFM TV. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus l'appeler Wissam, mais Vissam. Il s'est trompé sur mon prénom. C'est vrai, mais il se trompe toujours. Ouais, mais c'est bien, c'est une médaille. C'est trop exotique. Mais c'est encore mieux, c'est-à-dire que tu es cité et il se trompe de nom, donc du coup, ça fait un buzz en plus, tu vois. Bah oui. Mais alors, je voudrais dire Bad buzz is still buzz. Il y a une performance qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il fait très très chaud dans le studio. Ah, mais moi je suis en sueur. Ouais. Ah ouais, déjà je suis. Va. Bon, donc on va réussir parce qu'on va y arriver. Si vous me voyez enlever voilà. C'est pas pour séduire les amis, c'est j'ai chaud. Calmez-vous les gens dans le chat parce que faut qu'on installe une clip. Et oui, donc juste je voulais ajouter encore une dernière chose, tu vois, je t'ai coupé en plus pour dire ce que je vais dire, ça a pas de sens, mais justement j'étais très sensible à ce que venait de dire Ousmane sur le fait que il fallait laisser le temps aux arguments de se développer, etc. En fait, là, on va avoir une petite discussion d'1h30, mais on s'est dit que ça serait peut-être le début de plusieurs épisodes. Une belle collaboration, je l'espère. Et en fait, l'un des avantages de Twitch, c'est qu'on a le temps quand même de discuter, d'avoir des rendez-vous et tout. Et c'est aussi pour ça, les gens, qu'on a ces studios. Maintenant qu'on a ces studios, on peut plus facilement organiser des émissions et rencontrer des gens pour avoir des discussions. Et donc, sur la politique, il y a quelque chose que tu dis souvent, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, c'est que, alors là, bien sûr, il y a les élections qui arrivent, mais déjà, moi, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui te motive à aller contacter des gens et tout, et se dire, là, peut-être qu'il faut qu'on s'organise. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis longtemps, ou c'est peut-être l'actualité et l'arrivée de l'extrême droite qui te dit que là, il y a urgence à s'organiser? Non, moi je suis un ancien militant de terrain. J'ai fait partie de beaucoup de mouvements politiques des quartiers populaires. Moi j'ai pour ambition, je le dis clairement, en tant qu'objectif politique,
il faut un parti à gauche de la LFI, issu des quartiers, qui dégage tous les petits partis à 1-2% des dernières élections et qui ouvre une fenêtre d'Overton, comme on dit, pour les idées de gauche. C'est une nécessité vitale. Ouais. Donc ça, c'est un objectif politique. À partir d'un tel objectif, il faut construire de façon conséquente et stratégique, pas à pas, un tel projet politique. Le problème que j'ai avec les différents mouvements des quartiers populaires auxquels j'ai participé, le même problème que j'ai aussi avec les associations du côté religieux, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'ambition et on est toujours dans la réaction. Or, en politique comme dans la vie, quiconque est en réaction est en situation d'être vaincu, tout simplement. Ouais. Tu veux dire qu'on ne réfléchit pas assez à... Non. Pour nous, 25 ans, je me souviens de certaines assemblées où j'avais participé. Quand je leur avais dit, les amis, ça je me rappelle, c'était en 2010, pendant les élections régionales, c'était à cette occasion, en se disant, bon, il y a de plus en plus de listes citoyennes qui se font un peu partout dans les quartiers populaires, venez, on fait quelque chose au niveau régional. Et c'est avec ça qu'on avait créé Émergence. J'étais avec notre ami Dawari, Almami Kanouté et d'autres. Ouais. Mais le désaccord que j'avais avec eux, c'était qu'à mes yeux, il n'y avait pas de stratégie. Quand je leur disais, venez, on construit quelque chose sur 25 ans, pour eux, 25 ans, c'était trop long. Et pour moi, un leader politique qui ne sait pas voir au-delà de l'élection immédiate, perd les élections immédiates et perd aussi ceux pour qui il se bat. Ouais. Il faut construire. Les gens d'extrême droite sont là où ils sont parce qu'ils ont commencé leur combat il y a 40 ans. Oui, c'est long, quoi. Et ils ont fait ça patiemment. Il y a 40 ans, ils étaient comme nous aujourd'hui. Sauf qu'il y a 40 ans, nous aussi, on était là, avec la marche pour l'égalité. La question, c'est comment ça se fait qu'eux, ils sont là où ils sont, et que nous, on est encore là où on était il y a 40 ans. C'est qu'il y a un problème de leadership, un problème de stratégie et de vision. Il faut qu'on arrête de réagir, il faut qu'on arrête d'être émotif, il faut être froid, avoir une vision, et construire ça pas à pas. Samir, le fameux serpent froid. Ah oui, mais il y a beaucoup de choses là. Hein. Alors déjà, on est parti direct sur qu'est-ce qu'on fait, quel est le projet, comment on le monte et tout. Moi, je pensais qu'on allait un peu parler. T'inquiète, il y a plein de trucs à explorer, t'inquiète. Dans tous les sens. Ouais, y a pas de sens. On allait beaucoup parler des élections qui approchaient et tout, mais il n'y a pas de souci. Et j'écoutais même dans la vidéo que tu disais, si un mouvement antiraciste n'a que comme projet d'être antiraciste. C'était trop, j'allais dire, restrictif. Alors, je te rejoins et je te rejoins pas. C'est-à-dire que, pas spécifiquement par rapport à l'antiracisme, hein, sur cette vision, j'allais dire, un peu binaire de dire, voilà, opposer ceux qui ont des luttes, on va dire, spécifiques, et ceux qui voudraient mener un projet plus global et surtout le formaliser, l'organiser, etc., autour d'une idée que tu as dit au début, qui serait, alors après, sans rentrer dans les détails que tu as donnés, mais de créer une force à gauche avec les quartiers populaires. Alors moi déjà... Entre autres. Alors voilà, parce que c'est ce que tu as dit. Parce que quartier populaire, bon déjà c'est restrictif. Il y a un problème déjà avec le mot quartier. Là tu vas couper la parole. C'est le côté politicien. Non mais là l'idée c'est de vraiment... parce que j'ai écouté ta vidéo, j'ai beaucoup aimé l'énergie. Tu vois, je trouve que tu as une énergie qui est communicative. On dit ça, communicative. Ouais. Donc qui se communique en tout cas. Et non mais j'avais un doute avec communicatrice. Bon bref, on s'en fout. On dirait, mais oui, vas-y, continue. Ouais, on s'en fout. Et donc je me suis dit voilà, il a vraiment une énergie hyper forte, hyper sincère, tu vois. Et après sur les propositions, etc. Voilà. On pouvait discuter. Et je me suis dit c'est intéressant parce que justement il y a de la mâche comme dirait l'autre. Et justement donc par rapport à cet aspect-là, donc créer une force à gauche des quartiers. Moi j'aimerais bien qu'on précise un peu plus parce que pour moi je trouve que c'est un peu abstrait pour dire la vérité. Et deuxièmement, est-ce que justement sur des luttes spécifiques comme, je vais prendre des exemples, les violences policières, l'islamophobie, le racisme, la Palestine, si on a des organisations qui, de manière autonome, c'est-à-dire de manière autonome par rapport à ce que nous on appelle la gauche blanche, s'organisent, organisent les luttes, etc., est-ce que c'est pas intéressant et est-ce que c'est pas justement les prémices d'une lutte plus globale qui prendrait justement appui sur ces organisations et également éventuellement sur les quartiers populaires? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une énergie qui est présente, en fait. Des luttes sont faites. Il y a des gens qui bougent. Mais il manque une vision et une stratégie. Et on pourra rentrer dans la vision et dans la stratégie. Mais j'ai fait exprès de dire exactement quel est ce à partir de quoi je parle,
pour qu'au moment où je vais parler des élections législatives, on comprenne pourquoi je prends telle position et pas une autre position. Ouais. C'est à partir d'une vision et d'une stratégie que l'on indique pourquoi on prend telle position. Et là, il dit, ouais, il faut... front de gauche, pas front de gauche. D'accord, ok. Il y a, oui, front de gauche ou front populaire, mais à partir d'une vision, selon une stratégie, par rapport à un but que l'on se donne. Donc c'est important de dire dès le départ avec qui vous êtes en train de parler. Maintenant, la question il y a 3 points. Déjà, la vision. Je dirais même la vision philosophique, voire spirituelle. Moi, je crois en l'unité de la famille humaine. C'est quelque chose qui m'a été enseigné dans ma spiritualité. Au-delà de la fraternité musulmane, c'est ça que tu veux dire? Au-delà de la fraternité musulmane, la fraternité humaine. La famille est une seule et même famille humaine. L'humanité est une seule famille. Il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs, les femmes et les hommes, les enfants, les adultes, les jaunes, les verts. Il n'y a aucune différence, si ce n'est la distinction se fait par le côté moral. Celui qui est le plus utile à la société, c'est lui qui prend le devant, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre distinction. Je paraphrase ici la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et je paraphrase un passage du Coran ici. Ce qui m'amène, en termes de vision, ce qui m'amène à la chose suivante. Ceux qui essayent de dire qu'il ne peut y avoir d'alliance sur le plan de la philosophie et de la vision entre ceux qui défendent la République et sa devise, liberté, égalité, fraternité, et ceux qui appartiennent à la spiritualité musulmane, il n'y a pas d'alliance possible, sont des menteurs. Ils ne savent pas lire, c'est juste une stratégie pour mieux nous diviser. Le philosophe Hegel disait le contraire. Dans son livre Philosophie de l'Histoire, il reprochait à la Révolution française de faire comme la Révolution de l'Orient. Il appelait l'islam ainsi. Il disait que Mahomet, le prophète Mohammed, a fait en Orient ce que la Révolution française est en train de faire en Europe. Ils ont des idées abstraites d'égalité, ce qui est impossible. Ça, c'était ce que Hegel disait. Alors quand on a des petits philosophes à 2 balles qui sont en train de nous dire, nous crier sur CNews à droite à gauche, islamo-gauchisme, islamo-gauchisme et tout, oh, calmez-vous. Il n'y a pas de problème, j'assume. Si vous entendez par gauche, si vous entendez par gauche l'idée d'égalité, moi je suis pour l'égalité. Mes parents sont battus à la Seconde Guerre mondiale, quand il y en avait certains ici d'ailleurs qui collaboraient. Hein. Ce sont les mêmes. D'origine sénégalaise, c'est ça? Je suis d'origine sénégalaise. J'ai un Timira d'ailleurs, un de mes arrière-grands-oncles, qui est enterré ici, je crois, vers Toulouse. Bref. Nous, on sait de quel côté est-ce qu'on était dans l'histoire. Hein. Donc, ce n'est pas à nous qu'on doit nous faire des leçons. Il n'y a aucune incompatibilité entre l'idée de combattre pour l'égalité et l'idée de combattre pour la justice et l'idée d'avoir une foi spirituelle. Parce que celui qui est le plus juste est le meilleur parmi nous. Je paraphrase aussi un certain nombre de choses que les musulmans connaissent très bien. Donc, ça, c'est déjà sur cette vision. À partir d'une telle vision de l'être humain et de la famille humaine, à partir d'une telle idée qu'à partir de ces valeurs-là, on peut se parler. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes histoires. Moi, c'est sûr que quand on me parle de Karl Marx, je ne suis pas en train de danser. Ça ne me fait pas... Voilà, bon, je comprends ce que dit Karl Marx, je l'ai lu plus ou moins, je n'ai pas lu tout le Capital, c'est dur quand même, mais je comprends. Mais ce n'est pas ça qui me fait vibrer. Et donc l'erreur à un moment donné, c'est de demander aux gens des quartiers populaires et aux gens de la communauté musulmane, pour entrer dans le débat politique qui les concerne, parce que c'est sur eux qu'on fait le tam-tam en ce moment, de se défaire de ce qui les fait vibrer. Ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Donc, du point de vue même des quartiers populaires sur le plan politique, il doit y avoir à un moment donné une intelligence quant à la gestion du fait religieux et spirituel. Pas d'un point de vue de la part de la combat. gauche, de la manière dont ils traitent... Non, déjà, à la gauche, on verra après. Je parle de nous déjà. D'accord. On ne doit pas avoir honte de nous-mêmes. Ouais. Mais là, chez nous, parce que moi je comprends ce que tu veux dire, mais chez nous, il y a qui tu viserais qui aurait honte un peu de ce qu'on serait? Tu veux dire dans les organisations de quartier? Déjà dans les organisations. Parce que nous, quand on parle de parole d'honneur, c'est pas du tout quelque chose dont on aurait honte. Moi, c'est pas ce que j'ai constaté, c'est vrai. Mais il y a eu un check. On est passé au contrôle technique. Mais ça va, je vous valide. Ça va. Voilà, je fais la fatwa citoyenne de gauche. À part un, tu m'as dit en off, mais non. Ouais, non, mais celui-là, on le verra après. Mais non, moi, parce qu'on est dans les quartiers populaires et dans les mouvements des quartiers populaires, il y a une grosse culture de gauche. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il faut l'apprivoiser, l'apprendre et tout. Mais le côté laïcard, oui. Ou le côté, pour que vous soyez des vrais citoyens, il faut que vous soyez moins musulmans et que, voilà, les pauvres, ils sont comme nous. Ils sont comme nous et c'est la condition pour qu'ils viennent avec nous. Non. Ça, c'est pas possible. Parce que le comme vous, ça veut dire moins de moi.
Ouais. Or, s'il y a moins de moi, j'ai pas assez d'énergie pour combattre politiquement. On a des spécificités qu'il faut prendre en considération et qu'il faut intégrer dans la grande soupe nationale, belle soupe, je l'espère en tous les cas, si on enlève le mauvais piment d'extrême droite, qu'est la République française. Donc on a des spécificités, il faut les assumer, mais les assumer intelligemment. Ce qui me fait venir sur la question du programme et de la question politique. On n'est pas là pour juger de qui est de telle obédience religieuse, ni de qui est de tel choix de société. Ce n'est pas le propos, en fait. Parce que vous avez des musulmans qui vous disent on ne doit pas voter Front populaire parce qu'ils sont pour les homosexuels. Oui, c'est... Je mets la main dans le cambouis. Non, mais direct, non, mais c'est un discours qui se fait en plus, de plus en plus chez mais ouais, après, il ne faut pas aller voter, il faut ceci. Ouais, non, mais en plus... haram. Par exemple, il y en a qui disent c'est haram. Non, mais là, il y a deux discussions. Il y a faut pas voter NFP parce que LGBT. Et ça, en plus, il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui sont très suivis chez les jeunes de quartier et tout. Vraiment, moi, je pense à Balti, par exemple. Et d'ailleurs, c'est les mêmes qui font les chires, genre, faut pas voter avec eux parce que LGBT, mais qui ne sont pas exemplaires, tu vois, en termes de comportement et tout. Et il y a ceux qui disent plus loin, il faut pas voter du tout. Ouais. Mais d'abord, déjà, la question du vote. Voilà. En fait, comment dire ? On viendra après sur le côté des imams et de leur défaillance. Ouais. Je vais pas me faire des amis. Il préchote mes questions. Parce que... c'est pas grave. Mais déjà... Les gars, par contre, attendez, moi je fais une toute petite... Par contre, il faut qu'on parle des élections, les gars. Aussi. Oui, mais on va y parler. Le vote, on commence... Non, mais je vous le dis. C'est dimanche, hein. Mais surtout qu'il a dit que NFP... Ouais, non mais ok, non mais j'aimerais bien qu'on plus dans le vif du sujet des élections aussi. Il y a des choses à voir, notamment avec les gens du Parti Socialiste. Ah ouais, non mais oui. Mais déjà le vote. Mais déjà le vote, les frères, faut qu'on arrête de déconner. Je le dis comme je le pense. En islam, il n'y a que Dieu qui interdit. Si tu vois pas dans le Coran, dans le hadith, hurrimat alaykumul vote, que tu ne trouveras pas, le mot vote n'existe pas. Vas-y, pousse-toi, t'es qu'un affabulateur. C'est une manière de participer politiquement. C'est pas la meilleure. Moi, je pense que le vote, c'est le dernier endroit où on fait de la politique. Ouais. Bon. Et je ne pense pas que dans la Ve République et les lois que nous avons avec la Constitution préparée par De Gaulle, je ne pense pas qu'on soit en démocratie. On donne trop de pouvoir à l'exécutif. Mais c'est un autre débat. Ouais. Mais la question, c'est dans les règles du jeu qui sont les nôtres aujourd'hui, dire que c'est interdit de voter, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens religieux, déjà, parce que c'est pas écrit. Premièrement. Et ça n'a pas de sens même stratégique et politique. Il faut être intelligent. Et moi, je dis à ceux qui suivent, les amis, vous voyez, quand le berger vous dit de ne pas réfléchir et de suivre comme des moutons, et que vous vous rendez compte qu'il est en train juste de vous mener à l'abattoir pour l'extrême droite et le raciste, il faut peut-être enlever le berger et cesser d'être des moutons et réfléchir par soi-même. C'est évident qu'aller voter, ça ne va pas vous coûter. C'est évident qu'aller voter, c'est faire preuve de participation. C'est évident que voter en masse, c'est peser dans le débat politique et dans le partage des richesses. Si à un moment donné, au niveau des politiciens, ils regardent qui vote le plus, et qui ne sait pas faire de pression, et qui ne sait pas compter, ne compte pas. Vous ne comptez pas quantitativement, vous ne comptez pas qualitativement. Vous n'êtes pas pris en compte dans la réflexion sur la société. Donc il faut balayer ça. Je sais que c'est ce qui... Il y a un débat philosophique et théologique à mener à l'intérieur de la communauté musulmane sur ce côté-là, et aller au fond. Une question dans la question, comment vous expliquez que justement il y ait autant de personnes qui soient, j'allais dire... anti-électoraliste, si on peut le dire comme ça. Parce que c'est une idéologie, on va dire, plutôt du côté des pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui ne veulent pas surtout que la communauté musulmane là-bas et leur population se prennent en main, d'où le fait qu'ils sont contre-révolutionnaires. Ils étaient contre le printemps arabe, ces gens-là. Ouais. Donc ce sont des contre-révolutionnaires. Et donc ce qu'ils veulent, c'est que les gens mangent, boivent, rotent, mais surtout ne votent pas. Or, il y a un principe, en tout cas si je parle à ceux qui s'intéressent à leur religion. En islam, il n'y a pas de pouvoir de droit divin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de théocratie non plus. On dit c'est bizarre, mais il n'y a pas de théocratie. Le choix appartient à la communauté. C'est le débat fondamental qui oppose les chiites et les sunnites. Les sunnites sont majoritaires dans le monde musulman. Le principe sunnite, c'est de dire que le dirigeant, c'est nous qui le choisissons. Ce n'est pas Dieu qui le choisit pour nous.
Donc, à partir de là, effectivement, la question de droit divin, d'héritage, ou le gars qui décide à notre place sans notre consentement, ça n'est pas possible. Alors, ça n'a pas été appliqué, oui, je sais. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'une belle idée n'a pas été appliquée qu'il faut l'abandonner. D'autant que lorsqu'on se retrouve dans des régimes, notamment régimes démocratiques, qui sont plus proches de ce principe-là que nos régimes dictatoriaux dans le monde musulman, bien, on choisit la démocratie. On choisit un régime qui me responsabilise. La question, c'est maintenant, pour qui voter? Nous, on n'est pas là pour dire pour qui voter. Mais il faut avoir un certain nombre... Après, nous, on est là pour dire pour qui voter. Bon. Nous deux. Ah, oui. Non, mais, APDH. Mais je ne vais pas faire semblant. Moi, je vais voter Front Populaire. Ouais. Parce qu'ils veulent améliorer... T'as vu, tout le monde, entre Front et Populaire, tout le monde fait une petite pause. Parce qu'on a toujours... Non, mais parce qu'il y a Front National... J'ai remarqué, tout le monde fait ça. Front, tu sais quoi Front National, Front Populaire. Après, on fait la capture d'écran. Vous voyez, même lui, il vote pour nous. Nouveau Front Populaire. Excusez-nous, nouveau Front Populaire. Mais non, quand des gens veulent améliorer le sort social de la majorité... Ouais. Je sais pas, moi... Il dit, je vais augmenter le SMIC. T'es contre ça? Ouais. Faut arrêter, les amis. Sixième semaine de congé payé. Non, mais je veux dire, même sans penser à toi, pense à tes parents. Bah ouais. Pense à tes frères et sœurs. Ils sont dans au SMIC, ils en ont marre. La retraite, juste la retraite. Toi, pense à ton père et ta mère qui galèrent depuis des années. La loi, le mec, il a fait voter une loi retraite qui va à l'encontre de l'avis de la majorité. Très bien. Et effectivement, il y a aussi le vote RN. On l'a vu avec les abandons de Bardella. Oui. Il n'y a plus de propositions sociales. Parce que pour moi, ce n'était même pas des propositions sociales. Il n'y a que du racisme. Ceux qui votent pour le RN, ce sont ceux qui se disent, même si je souffre, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir quelqu'un d'autre souffrir plus que moi. C'est ça la raison du vote. C'est méchant, c'est stupide, c'est absurde, c'est du nihilisme. C'est-à-dire, il n'y a aucun sens là-dedans. Par contre, il y a d'autres personnes qui disent, bon, on va augmenter les salaires. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas augmentés. Venons, on réfléchit pour une meilleure répartition au niveau des impôts. Moi, je dis bravo. Et ici, il n'y a pas de besoin d'être musulman, pas musulman, noir ou blanc, mais ça va dans le sens de l'intérêt de quiconque mange, boit et a envie de dormir tranquillement. Et c'est ouf parce qu'il y a une émission juste avant qui s'appelle La Perme, où on était avec Youssef, Mariam et d'autres personnes. Et en fait, on parle exactement de ça, tu vois. Et de dire, en fait... Ce qui est bizarre, c'est que c'est des ouf. C'est que liberté, égalité, fraternité, tu vois, le triptyque de la République française, en fait, bah on va dire le Front Populaire, et bon, j'aurais tendance à dire en particulier la France Insoumise, c'est exactement le projet qu'ils défendent. C'est ça. Donc, alors après, ça ne veut pas dire que s'ils étaient élus, ils le feraient. Mais en tout cas, on va dire qu'on peut leur apporter un crédit dans le sens où ils ont une certaine longévité, on va dire, dans leur combat. Ils portent ces idées-là même contre, j'allais dire, une opposition interne à l'Alliance. Donc voilà, donc c'est quand même, ça relève d'un certain courage politique qu'il faut déjà savoir reconnaître et ensuite se dire, bah nous, on a quoi comme carte entre les mains? On a quoi comme carte entre les mains? Aujourd'hui, si je dirais, moi en tant que personne, enfant d'immigrés musulmans, et qui, on va dire, pas un être humain. Voilà. Un être humain. Ouais, mais par ailleurs, un être humain. Mais je veux dire, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Quand même, j'ai certaines inquiétudes en tant que musulman. C'est vrai. En tant que double national, binational. Ouais. Oui, on l'a vu là aujourd'hui. Voilà. Et en tant que personne, je vais pas dire travailleur pauvre, mais travailleur, on va dire travailleur tout court. Voilà, de classe moyenne, quoi. Et ben, ouais, travailleur tout court. Ouais. Tout simplement, je pense que là, il y a des choix de société assez clairs, assez tranchés. Et je pense que voilà, il est nécessaire de s'agréger à la force qui vous paraît être la plus en phase avec ce que vous attendez de la vie et d'une société, quoi. Non, c'est ça, effectivement. Et pour revenir à la question musulmane, déjà, il faut voter, premièrement. C'est un devoir dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Deuxièmement, il faut avoir une colonne vertébrale sur l'analyse politique. Il y a des choses qui sont secondaires et des choses qui sont principales. Les choix sociétaux, un certain nombre de choix sociétaux, effectivement, peuvent être discutés. Très bien. Mais
ce sont des choix sociétaux qui sont dépendants des choix sociaux et économiques. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est le côté économique et social. Ouais. Les choix sociétaux, on verra après. On peut discuter, c'est une question de philosophie et de vision du monde. Ouais. Et là, ça se discute. On peut échanger. Moi, je pense qu'il y a une contradiction à droite comme à gauche dans leur lutte contre le néolibéralisme. Le néolibéralisme économique est soutenu par un néolibéralisme symbolique et sociétal. De gauche, ils luttent contre le néolibéralisme économique, mais soutiennent le néolibéralisme sociétal, qui déconstruit aussi la société, les assises de la société d'une certaine manière. À droite, ils défendent, ils s'opposent au néolibéralisme symbolique et culturel, mais défendent le néolibéralisme économique. Dans les deux cas, vous soutenez le système d'une manière ou d'une autre, parce que le système détruit les assises économiques et sociales des sociétés et détruit aussi les assises symboliques et culturelles des sociétés pour laisser un individu nu que l'on peut transformer en consommateur. C'est ça le projet global. Donc il y a une discussion à avoir avec la LFI, Mélenchon, mais à partir d'un programme, d'une vision, d'une proposition qui doit se construire à côté. En attendant, en l'absence de cette proposition, il faut voter pour le meilleur. En politique, on fait les choix, non pas vers l'idéal, il n'y a pas d'idéal en politique, on vise l'idéal. Mais ensuite, on fait des choix qui se rapprochent le mieux de notre idéal. Pardon. Non, c'est parce que je voulais me glisser dans ta réflexion, parce que je voulais savoir si tu avais vu justement dernièrement l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Oui, je l'ai vu. Justement, il a J'étais là-bas en plus. Ah, tu y étais. Où il évoquait ces questions-là, où justement il disait voilà. Là, quand tu veux dire les questions-là, c'est les questions sur les questions LGBT, exactement. Oui. Sur les questions LGBT, où je vais en gros paraphraser, mais en gros, il disait voilà, on sera pas forcément d'accord sur telle ou telle question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces questions-là, c'est à vous de les régler entre vous ici, et on n'a pas à vous imposer ou à vous, j'allais dire. À vous imposer un modèle qui ne serait pas le vôtre, quoi. C'est à peu près juste ce que je viens de dire. Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il était ni dans la domination de l'autre, ni dans le dominé, parce que nous, on n'aime pas non plus les gens qui baissent la tête et tout. Il est en mode, nous, on a des désaccords, mais après, c'est vous qui décidez, quoi. Oui, c'est bon. Après, sur le plan, c'est quelque chose d'intéressant. Sur le plan international et géopolitique. Avant, même quand l'Occident allait foutre le boxon partout dans le monde, il venait quand même avec un certain nombre de valeurs. Nous, on disait, bon, il tape fort, mais il parle bien. Bon, mais maintenant, il venait instaurer la démocratie. Oui, bon, même si on sait que c'était du pipeau, mais l'idée était belle quand même. Après, on s'est dit, bon, nous, ça va faire la démocratie. Mais je pense que c'est une erreur et un symptôme de la défaillance géopolitique et diplomatique des pays occidentaux, notamment la France, que de ne mettre en avant comme modèle qui voudrait inviter les gens à nous rejoindre, que de présenter des choses de cet ordre-là, d'ordre sociétal. Où est la dignité humaine? Où est l'égalité entre les êtres humains? C'est un élément de division? C'est un élément, comment dire, incompréhensible pour le reste de l'humanité. C'est le mauvais bout. En fait, c'est le mauvais bout de présenter ça direct plutôt que d'autres valeurs. Tu mets pas ça en premier lieu en termes de propositions civilisationnelles ou dans les relations internationales en premier abord. En disant, il faut que vous fassiez ça. D'accord. Ça peut pas être entendu, ça. Ouais. Et je trouve que diplomatiquement... Tu veux dire pour les populations du Sud, ça peut... Mais en fait, ça n'a pas de sens. Quel est le but? C'est quoi l'objectif derrière ça? Hormis d'imposer ce que l'on considère être notre propre mode de vie. Les modes de vie, ça se discute, c'est une question anthropologique très complexe, les sociétés discutent de ça, il y a des évolutions. Mais le fait de vouloir mettre au premier plan, non pas des questions économiques, non pas des questions politiques, même pas des questions philosophiques, autour de la dignité de l'être humain, parce que les Lumières ont apporté, hein, et la modernité. De tous les êtres humains, donc ça concernerait aussi... Êtres humains, et de prendre une spécificité minoritaire, même dans vos sociétés. Et d'émettre ça en avant diplomatiquement comme étant le nécessaire sur lequel on doit se mettre d'accord, je pense que c'est une erreur. Indépendamment de je suis d'accord ou pas. Moi, je suis un pays, une puissance comme la France, je veux continuer à négocier avec les pays africains, c'est peut-être pas la première chose que je vais mettre en avant pour me faire entendre. Je vais braquer tout le monde, c'est pas intelligent. Par contre, mettre en avant le partage des richesses, ça, ça entend. Mais ça, ils ont pas intérêt. Ça, ils veulent pas. Voilà. Ça, ils veulent pas. Et revenons à notre question. Pour moi, c'est une question secondaire. D'accord. Là, tu veux dire, par exemple, les musulmans qui disent qu'il ne faut pas voter pour NFP parce des deux côtés. Quand la gauche exige des nôtres de nous positionner là-dessus,
Je pense qu'ils ne font que le choix... Que les braquer? Non, déjà le braquer, mais en fait, parce que ça, c'est une décision qui a été prise dans les années 80. Ouais. Lorsque la gauche au pouvoir s'est rendu compte qu'elle allait perdre le vote des ouvriers, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On dit, bon, le social, on le met de côté, on prend le sociétal. Le peuple a tort, changeons le peuple. Voilà, et on prend le sociétal, ça va être notre cheval de bataille pour gagner les élections. Très bien, ce sont des institutions, des think tanks comme Terra Nova et autres qui ont proposé ça. Oui, oui. C'est une erreur à mes yeux. Le dur de la vie de ce qui concerne la société française, c'est l'économique et le social. Et ceux qui fuient vers le sociétal ne veulent pas régler la question sociale. Je ne dis pas que le sociétal n'est pas important. Il y a des questions de société qu'il faut régler. Mais pour moi, elles sont conditionnées par les conditions socio-économiques d'abord. On règle d'abord ça. Pour qu'on puisse choisir avec qui on va se marier, encore faudrait-il être vivant. Oui. Voilà, donc vivons bien et laissons à chacun le choix de faire ce qu'il veut. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que, par exemple, parce que nous, on n'est pas du tout à nier l'homophobie qui peut exister dans les quartiers et tout, et on dit, mais l'une des conditions aussi pour faire en sorte que les gens soient plus, comment dire, tolérants et moins sur les nerfs et moins sur les autres, bah, il y a aussi la justice égalitaire, quoi, le truc que les gens puissent vivre bien, dignement, et qui va sûrement amener les gens à être un peu plus tolérants entre eux. Non, mais la question, il y a deux choses dans cette affaire. La priorité socio-économique, sans mettre de côté les questions sociétales, et deuxièmement, le respect de la loi. Les choix et orientations personnelles des uns et des autres ne justifient pas qu'ils soient mis en danger dans leur vie, dans leur sécurité personnelle, économique et sociale. On peut ne pas être d'accord avec le choix individuel des uns et des autres. Ça se débat, ça se discute. Ou ça se débat pas, tu fais ta vie. Par contre, ce qui concerne la société, notre vivre ensemble, il y a des lois et des règles. Personne n'a le droit de remettre ça en cause. Personne n'a le droit de se retrouver tabassé parce qu'il a choisi une orientation. Ou parce qu'il a choisi telle et telle position. Ça, cette protection, on la doit à tout le monde. Donc, c'est pas tant de dire est-ce qu'on a le droit ou pas de choisir tel et tel point de vue de société. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est on doit protéger tout le monde. C'est ce que l'État doit à ses citoyens. On peut avoir des désaccords philosophiques, mais ça ne justifie pas que tu peux t'en prendre à l'autre. Mais c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme si moi, on venait m'attaquer dehors pour les propos que je suis en train de dire ici. Bah non. Mais tu sais quoi, ça me fait penser à ce que disait déjà le pire il y a 15 ans sur les Arabes. C'est un peu aussi la question du rapport de pouvoir et tout. C'est aussi, nous, et on pourrait dire pareil sur l'islam, veut dire, nous, on peut accepter, en tant que musulman, je peux accepter que certains n'aiment pas l'islam. C'est pas, veut dire, c'est des désaccords. C'est pas le débat en fait. Voilà, mais le truc, c'est là où ça nous pose problème, c'est quand vous nous empêchez de vivre en tant que musulmans. Après, votre opinion... Non seulement vous nous empêchez, mais vous nous demandez, au nom d'une liberté d'expression qui n'est que la liberté des plus forts à nous insulter, à ce qu'on accepte ça. Ouais, sans rien dire. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas la liberté d'expression. C'est même pas un débat critique sur l'islam. Moi, j'aimerais bien débattre de façon critique sur l'islam et les autres religions. Il n'y a pas de souci. T'en as déjà eu l'occasion? Plein de fois. Je veux dire, sur des plateaux, tout ça. Non, pas encore. Voilà. Bizarrement, on n'aime pas quand je sors certaines punchlines, ça sort plus. Bon, bref. Non, parce que je me rappelle d'un truc, c'était sur le média Le Crayon, où ils avaient capté une question que tu posais à une prétendue spécialiste de l'islam, mais qui était très laïcarde, justement. Et en gros, est-ce que... Et au retour plateau, le mec disait mais est-ce que on peut être musulman et être en adéquation avec la société? Et en fait, la personne expliquait que en fait, on pouvait être musulman et en adéquation avec la société française si on ne priait pas, si on buvait de l'alcool. En gros, on pouvait être musulman si on n'était pas musulman, quoi. Ce qu'ils aiment, c'est les couscous jambon. Pas de soucis. Elle est pas mal cette expression. Non, mais le couscous laïque, non, c'est à la fête de l'Iman. Une démocratie qui est saine ne peut pas se poser la question de la compatibilité de l'idée de certains avec son régime. Parce que la définition même d'une démocratie, c'est d'accueillir tout le monde et de régler les choix sociétaux et socio-économiques et politiques par un vote. Une démocratie ne s'intéresse pas aux croyances des uns et des autres. Une démocratie veut que les décisions soient tranchées par la majorité. C'est tout. Donc la compatibilité ou pas
de telle religion, de telle vision avec la démocratie, ce ne sont que les ennemis de la démocratie qui posent cette question-là pour mieux imposer leur vision sur une partie de la société. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. La démocratie ne se pose pas ce genre de questions. La seule chose qui existe dans la démocratie, c'est de respecter la démocratie. Pas de dictature. Ensuite, les choix de la société, c'est la société qui gère. Et on établit les moyens de débattre sereinement pour ensuite décider. Et quand c'est décidé, la minorité suit la majorité jusqu'au prochain tour. C'est ça les règles démocratiques, ni plus ni moins. Maintenant, est-ce que la religion musulmane est compatible avec la République ? Déjà, historiquement, c'est le christianisme et le judaïsme qui ont eu un problème avec la République. Historiquement, c'est ça qui s'est passé. Premièrement. Deuxièmement, quand les Lumières, voire même quand les protestants, quand ils remettaient en cause le pouvoir de droit divin du roi et le pouvoir, l'infaillibilité du pape, on disait que c'était des mahométans. On disait que c'était des mahométans, il va faire comme Mohamed, il va faire une religion civile. Ah, tiens, c'est bizarre. Pourquoi on les accusait ainsi? Oui, parce qu'effectivement, on revient sur le b.a.-ba. Chez les musulmans, il n'y a pas de clergé. Là, on dit que c'est ça qui fait que c'est le bordel chez eux. D'accord. Il n'y a pas de clergé chez nous. C'était les premiers islamo-gauchistes, alors. Ah, apparemment. Hein. Moi, je crois qu'il faut assumer. Je pense même qu'il faudra écrire un livre qui s'appellera Les 10 piliers de l'islamo-gauchisme, qui s'assume. On verra si je l'écris. On a une tasse islamo-gauchiste en bas. Mais pour revenir en tout cas aux élections législatives maintenant, on est effectivement... Attends, avant ça, j'aurais une autre petite question. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, parce que ça découle de tout ce que tu viens de dire. Parce que je t'écoutais et je me disais déjà, en fait, t'es républicain. Moi, je trouve que t'es républicain. Et tu critiquais, entre guillemets, la 5ème République en disant que c'était un régime qui n'était pas démocratique. Qu'est-ce qu'il faudrait, pas en développant forcément pendant 10 minutes, hein, mais 2-3 trucs qu'il faudrait modifier dans la 5ème ou carrément réformer. Les 2-3 idées, je pense que... Non, mais je pense que t'as déjà réfléchi à ça, j'imagine. Ou pas? Oui, si, j'ai surtout lu et j'ai déjà réfléchi. Il y a 2 points. Nous sommes un peuple de plus en plus mature. Mature, mature. Oui. Ah, mature. On a lu, on comprend. Les politiques, quand ils parlent, il n'y a pas une supériorité. Car quand on écoute Macron, on ne se sent pas à un moment donné face à une lumière voltairienne ou hugolienne. On n'est pas là-dedans. On comprend ce qu'il dit. On peut ne pas être d'accord avec lui. Il faut donner le plus de possibilités à l'intervention du peuple. Premièrement, les modalités, on verra. Mais si c'est le peuple qui décide, l'idée de dire qu'une démocratie représentative... En fait, c'est un contresens en sciences politiques, ça. La démocratie ne peut pas être représentative. Elle peut être que directe. Donc, quelles sont les modalités qui permettent à un moment donné à ce que nous puissions décider de notre destin régulièrement et de façon à ce que nous-mêmes on puisse décider? Les modalités, on verra. Là, je pars du principe. Deuxièmement, il faut effectivement affaiblir le pouvoir du président. Le président de la République, on l'a vu, vous avez un mec seul qui a dissous l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, il y a la menace aussi, c'était sorti dans les journaux, de l'article 16 où il peut prendre des pleins pouvoirs. Si à un moment donné, prendre les pleins... On a En fait, instantanément, il a pourri la vie de tout le monde. Oui, de tout le monde, vraiment. Mais c'est surtout la possibilité. Une phrase, quoi. Comment ça se fait qu'une seule personne puisse décider de ça? C'est qu'une personne. Il ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Mais parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là. Donc l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Ça ne peut pas se défaire comme ça en un coup, magique, dans un coin de table avec un conseiller. Comment il s'appelle le monsieur Petit, je ne sais plus quoi. Ouais, Bruno Roger Petit, non? C'est honteux cette manière. C'est une déliquescence des institutions. On a des leaders faibles en France. On a des leaders faibles, même en Europe de façon générale. Donc le fait qu'il ait pu faire ça, sans que les différentes institutions nous bougent une oreille. Normalement, le président du Conseil constitutionnel, si c'était quelqu'un de droit dans ses bottes, il aurait dû intervenir et demander à Emmanuel Macron de surseoir les élections. Peut-être pas à remettre en cause la décision, parce qu'il en a le droit constitutionnellement, mais de lui dire non, les élections ne vont pas se faire maintenant, on fait ça au mois de septembre. Oui, de faire un délai aussi. Le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat auraient dû intervenir en relation avec le président du Conseil constitutionnel pour encadrer cette décision. Mais le fait qu'un seul homme puisse faire ça, dans tout un pays, il y a plein de monde ici, et que rien ne se passe, ça veut dire que les institutions sont affaiblies.
Et cet affaiblissement était déjà dans le cœur de la Constitution. Donc donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, donner plus de pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale par la population, et faire en sorte que l'exécutif soit mieux tenu par l'Assemblée nationale. Voilà. Que nous appellerions la 6e République. Oui, pourquoi pas, hein. On va revenir. Alors, je voulais revenir sur la question sur la question musulmane. Juste avant ça, il y a quelqu'un qui a posé 3 fois la question, donc je vais te la poser parce que c'est l'obsession des fachos quand ils voient un noir au milieu d'arabes. Est-ce que tu condamnes le racisme anti-noir des Arabes? T'as un mot à dire dessus? Parce qu'il veut absolument que tu t'exprimes sur le racisme anti-arabe des... Il y en a toujours... Non, le racisme anti-noir des Arabes. Anti-noir des Arabes. Moi, je condamne tous les racismes. Voilà. Encore une fois, je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, moi, je crois en l'unité de la famille humaine et dans le fait qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et les blancs. À partir d'un tel principe, je ne peux être que antiraciste. C'est une conséquence. C'est tout. Mais attention, je suis contre aussi l'utilisation des soi-disant luttes contre les différents racismes pour nous opposer les uns les autres. Ouais. Et je pense que c'est un échec de la lutte antiraciste que d'avoir multiplié par la suite les différents champs de lutte antiraciste. Tu veux dire de quoi? D'avoir fait de négrophobie, d'avoir fait... Parce que SOS Racisme, pour ne pas les nommer. J'espère que tu nous mets pas dans le sac de SOS Racisme. Ah, sinon je serais pas avec vous, les amis. Ah, d'accord. SOS Racisme, faut prendre la main qu'ils nous tendaient, touche pas mon pote, pour la mettre là où je pense. Mais non, parce qu'on a utilisé la lutte contre le racisme comme un moyen symbolique de dominer les autres. Vous savez, Alors, il y a 2 manières de dominer les Noirs et les Arabes et d'autres personnes, hein, ou les femmes et autres. Hein. C'est de les frapper ou de dire je suis là pour te défendre, mais t'es quand même sous moi. Hein, attention. Non. Et donc, si on avait lutté de façon sérieuse contre le racisme, on ne serait pas arrivé à vouloir sectoriser, à vouloir diviser, à se concentrer sur des points particuliers du racisme, de l'application du racisme, au détriment des autres. Par exemple, contre toutes les formes de racisme. Oui, mais par exemple, regarde, prenons le CCIF qui se concentrait sur l'islamophobie. Pour toi, c'est une erreur? Parce que ils peuvent autant se concentrer sur l'islamophobie en disant il y a tous les racismes, on lutte contre tous les racismes, mais on ne peut pas tout faire. Nous, ce qu'on va faire, tout en travaillant avec d'autres organisations, par exemple la brigade anti-négrophobie et tout, on va se dire, nous, on va se concentrer sur l'islamophobie. Pour toi, c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. Et je dis que c'est une conséquence de l'évolution de la société. D'accord. C'est parce que les musulmans se sont rendus compte que nous, on était tous contents de lutter contre le racisme. Ouais. Mais on s'est rendu compte que ceux qui, soi-disant, disent lutter contre le racisme, s'intéressaient qu'à une forme de racisme. Ouais. Et par contre, appliquer, ça dépend du contexte et de qui est en train de parler. Mais par contre, oublier quand même le racisme que subissent un certain nombre de minorités dans la population, en leur demandant d'ailleurs de ne pas trop crier fort au nom de l'universalisme. Au nom de l'universalisme, effaçons les différences, ne prenons pas vos spécificités que les racistes pointent, et surtout, chantons ensemble l'universalisme un peu, on est tous bons, on s'aime, je t'aime, tu m'aimes, mon. Non, ça c'est de l'antiracisme moral. Ouais. Nous, on est dans l'antiracisme politique. Ouais. Donc, c'est une conséquence de l'inefficacité des politiques publiques françaises et de l'hypocrisie de la classe politique sur cette question-là, qui a forcé les acteurs qui étaient concernés à se spécifier. Donc oui, il faut qu'ils le fassent. Dès lors qu'à un moment donné, c'est chacun pour sa peau, Dieu pour tous. Ouais. Et pour certains, il n'y a même pas Dieu. À ce moment-là, je me prends en main. Cependant, tu as dit quelque chose. Ces luttes antiracistes spécifiques ne s'oublient pas les uns les autres. Il y a une stratégie commune d'ensemble. Et ça, c'est bien. Ouais, d'accord. Ça, il faut le faire. S'il y a un réseau qui se crée autour... Il faut un réseau. Je dis que c'est une conséquence de l'hypocrisie de la classe dirigeante de sa soi-disant lutte contre le racisme pour désarmer ceux qui luttaient vraiment. Premièrement, c'est une conséquence. Mais en termes de conséquences, nous, on est obligé de faire comme ça. Ouais. Je ne vais pas, au nom de l'universalisme des hypocrites, me taire et me laisser tabasser dans la rue. À un moment donné, je vais me battre. Ouais. Et je vais essayer de me réunir avec d'autres personnes qui subissent la même situation. Ouais. Cependant, stratégiquement, je ne dois pas oublier que je lutte contre un phénomène plus global et donc être en alliance avec les autres organisations qui existent.
Mais attends, mais il est fou le gars. Timera, penses-tu que le racisme anti-arabe est justifié ou non? Mais c'est pas justifié. Ça doit être facho. Peux-tu clairement positionner le condamné sans embêter? Mais à quel moment? Non mais parce que là j'avais mal compris en fait. Ouais. Il te trouve pas clair sur le racisme anti-arabe, genre tu condamnerais pas? Non mais bon. Mais c'est condamnable. Non mais mais c'est pas le sujet aujourd'hui là. Bah oui. Si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai même débattu avec certains intellectuels sur le sujet. À l'intérieur, dans les quartiers populaires, comme dans la communauté musulmane, il y a des racismes qui existent. Il faut en parler, mais c'est pas le sujet. Oui. Donc il faut pas nous les détourner. Le sujet, c'est comment mettre une grosse gifle aux racistes qui veulent accéder au pouvoir et nous la mettre tous à l'envers. Et comment t'expliques je suis désolé. Non, vas-y. Comment t'expliques là sur les musulmans? Comment t'expliques? Est-ce que pour toi, tu as une explication de pourquoi les musulmans sont devenus l'ennemi public numéro 1 en France? Est-ce que pour toi, c'est parce qu'en fait, je voulais un peu réagir à ce qu'il avait dit juste avant. Vas-y. Non, mais c'était vraiment pour appuyer justement le dernier point. C'est que je suis complètement d'accord donc sur le fait que l'antiracisme et la lutte contre le racisme doit se faire de manière politique et non sur les aspects de la morale. Mais par contre, et je pense qu'on s'est rejoint au final là-dessus, c'est vraiment, pour moi, ce sont les personnes concernées qui vont prendre en charge, on va dire, la lutte sous des formes diverses. Donc, par exemple, la négrophobie, par exemple, l'islamophobie, par exemple, on en parlait la semaine dernière, les racismes contre les communautés du voyage, Rome, etc. Et c'est la manière dont ils vont politiser ces questions, c'est-à-dire quels sont leurs référents et quelle est la dynamique. C'est-à-dire si c'est simplement pour être dans une dénonciation, de dire voilà, c'est pas bien, de dire des propos racistes contre les Noirs ou les Arabes ou les Asiatiques ou autres, je veux dire, ça ne produit rien. Si ça permet d'être le point de départ d'un projet politique plus global de société, et j'ai envie de dire là que ce projet, il doit être forcément, anti-impérialiste, et aussi, pour rejoindre ce que tu disais depuis tout à l'heure, anticapitaliste, c'est-à-dire que sur vraiment ces deux bases-là, à ce moment-là, je pense que là, même si on a un combat qui est spécifique, parce qu'on considère que, on a envie de... Moi, perso, j'ai beaucoup de respect pour, par exemple, la brigade anti-négrophobie, lorsqu'ils ont aspergé de sang la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Ils ont aussi une vision d'ensemble. Et ils ont une vision d'ensemble. Donc, je voulais... Enfin, en fait, c'est pas une contradiction, c'était juste apporter... c'est vraiment pour appuyer le propos. C'est que, vraiment, pour moi, les deux ne se contredisent pas. Non. Voilà, c'est tout. Pardon. Les deux ne se contredisent pas. Il faut questionner l'efficacité politique. Ouais. Après, c'est en termes de stratégie, bien sûr. Il faut à un moment faire le bilan. Moi, souvent, quand je discute avec les militants des mouvements des quartiers populaires, on parlera aussi des imams et des associations musulmanes aussi, de leur rôle. Il y a une sorte de nostalgie des combats d'avant et une volonté de dire nous aussi, on était sur le terrain, on a combattu, et il ne faut pas oublier les anciens. Frère, je m'en fiche, en fait. Là, on est dans un combat politique. On sait ce qui s'est passé. Voilà, on a cette mémoire. Mais le fait d'ériger la mémoire comme étant un objectif en soi dans le combat politique, c'est un échec politique. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en France, où on peut se faire assassiner quand on est de certaines couleurs de peau, la situation politique dans laquelle on se trouve en France, où il n'y a de réaction de la part de nos jeunes que la réaction violente, c'est le signe d'absence de leaders qui peuvent orienter cette énergie dans une proposition et transformer cela en programme politique. Le retard politique et la faiblesse politique, économique et sociale qui est la nôtre aujourd'hui doit être pointée. 40 ans, c'est-à-dire on a débuté en même temps que les gens d'extrême droite à peu près, dans les années 80, on peut dire, 70-80. Ils étaient minoritaires, les gens d'extrême droite. Bon, même si ça canardait un peu à droite à gauche quand même à l'époque. Bon, très bien. Mais on va dire, médiatiquement, politiquement, ils étaient exécrés. Mitterrand, machiavélique qu'il est, c'est lui qui a quand même fait monter... Il ne faut pas oublier ces choses-là. Bien on sûr, connaît. ça va être racisme. Mais il n'empêche que même les choisseurs de...
même les chasseurs de poissons rouges arrivent à avoir plus de poids que nous. Pourquoi ? C'est qu'à un moment donné, il y a une stratégie qui a été menée, pensée, réfléchie, et qui n'est pas dans la réaction, et qui est dans le long terme. Mais moi, j'aurais 2 remarques sur ça. La première, c'est est-ce que, par exemple, moi je suis d'accord qu'on n'a pas eu la même efficacité que l'extrême droite, mais en même temps, l'extrême droite part avec un avantage, c'est que la bourgeoisie préférera l'extrême droite à nous. Tu vois, il y a tout un bloc, une partie des Français qui va préférer rejoindre l'extrême droite plutôt que les Noirs et les Arabes et tous les autres. Je veux dire, il y a déjà ce désavantage. Et le deuxième, je veux dire, moi je suis d'accord qu'on peut parler des échecs stratégiques, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus être trop sévère sur le bilan quand on voit par exemple, tu vois, alors oui, certes, il n'y a pas d'organisation de quartier ou qui nous représenterait, qui s'organiserait de manière autonome et qui serait puissante. Mais que par exemple, quand on voit que la France Insoumise et Mélenchon vont parler d'islamophobie, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, vont parler des violences policières. Par exemple, Mélenchon qui dit sur Naël, je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Les positions sur la Palestine. Est-ce que ce n'est pas aussi des victoires qu'on a obtenues ? Si, bien sûr. C'est pour ça que moi, il faut être sévère et juste. Mais il faut être sévère. Le côté mielleux, alhamdoulilah quand même. Non, la marche, prenons. Pourquoi je parle de politique, de stratégie politique. Bien sûr qu'il y a les luttes que nous avons menées depuis, ou que nos grands frères ont menées depuis des années, ça a des résultats. Dieu merci. Heureusement. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif politique, pour moi en tous les cas, déjà, est-ce qu'il y avait un objectif politique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un objectif politique positif. C'est-à-dire, nous, on veut ça. Tout à l'heure, moi, j'ai dit quoi ? Au nom de cette vision-là, je veux qu'il y ait un parti organisé à la gauche de LFI. Et donc un parti avec que des indigènes ? Non. J'ai dit un parti. Parce qu'il y a le parti des indigènes, c'est ça ? Tu veux parler ? Mais je demande, je pose des questions. Un parti déjà qui arrive à sortir des quartiers. Le fait de se définir que par rapport à son quartier, c'est un on est d'accord. Un stigmate, en fait, on t'a enfermé dans le quartier et toi, tu t'identifies au quartier. Le colonisé qui continue toujours à s'identifier par rapport à ce que lui a fait le colonisateur a donné victoire au colonisateur. Quelle est ta propre vision, ta propre définition ? Oui, mais il y a aussi, je veux dire, il y a aussi, faut aussi que tu partes de quelque chose. Déjà, il y a le retournement du stigmate que tu peux prendre, et il faut aussi que tu partes de quelque chose et que tu es obligé aussi pour sortir de la condition dans laquelle tu es, il faut aussi que tu affirmes cette condition. Moi, par exemple, je parle aux États-Unis, la condition noire, les Black Panthers. Ils ont parlé de Black Panther, pas pour rien, parce qu'ils étaient noirs et tout. Et c'est aussi intéressant pour voir la condition particulière que tu vis. Ce que vivaient les Noirs, ce que vivent encore les Noirs aux États-Unis, même s'il y a des points communs avec les Blancs pauvres des États-Unis, il y a quand même une spécificité. Ce que vivent les Noirs et les Arabes et les musulmans en France, même si on peut faire des ponts avec ce que vivent les pauvres Blancs, il y a quand même des choses que vivent en particulier les Noirs, en particulier les Arabes ou en particulier les musulmans. Ça, oui, mais régler le problème particulier, à mes yeux en tous les cas, ne peut se faire sans résoudre le problème plus global de la structuration même de la société. Oui, ça on est d'accord, oui. Donc, si à un moment donné ton corps est tout malade, mais qu'il y a une douleur lancinante sur ton doigt, alors tu peux essayer de régler le problème du doigt. Mais en fait, le problème c'est le corps entier. Les quartiers populaires ne sortiront de la situation de faiblesse dans laquelle ils se trouvent, tant qu'ils n'auront pas de proposition globale pour toute la société. Quel est votre projet politique global pour toute la société ? Quel est votre projet économique global ? Qui, bien sûr, va entraîner l'émancipation des vôtres, mais en même temps l'émancipation de tout le monde. Vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas que les quartiers qui souffrent. Le quartier et son malaise est le symptôme d'un malheur ou d'un mal beaucoup plus global de la société, au fait. C'est pas un hasard. Pour moi, quand j'étais chef de projet en politique de la ville, quand je disais quartier sensible, j'entendais dans les deux sens. Ils sont sensibles. C'est l'endroit où, dans le corps social, où on voit tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est plus sensible, donc ça indique quelque chose de plus global dans la société. Il nous faut un projet plus global, une proposition pour l'ensemble de la société. Et c'est comme ça qu'on reconnaît des leaders politiques. Et c'est ça la différence entre des leaders politiques et des militants revendicatifs. Et tu trouves que ça n'existait pas, des organisations ? Parce que moi, on va prêcher pour notre paroisse.
Mais tu vois, quand on voit, nous on était des anciens du parti des indigènes de la République, et je trouve qu'il y avait quand même des propositions qui s'étaient faites. On se focalisait pas seulement sur l'antiracisme, tu vois. Enfin, il y avait la question de l'antiracisme, il y a aussi la question de l'anti-impérialisme, et aussi de la question des coloniales. Et mine de rien, tu vois, tout simplement, la question de l'anti-impérialisme, je veux dire, c'est pas seulement l'Afrique, ça repose toutes les bases de la France. Oui. Ça pose la question du militaire, de l'armée, d'où vient notre richesse, de l'argent, du partage, de la relation avec les autres pays. Tu vois, il y avait quand même une vision globale qui se... Non mais regarde, quel est le dénominateur commun entre tous ces termes utilisés? Anti. Oui. Anti-impérialisme, anti-raciste. Bah décolonial, ça. Ah ouais, il y a le D. Quelqu'un qui est anti quelque chose. C'est pas positif, quoi. Quelqu'un qui est anti quelque chose, laisse ce quelque chose le définir. Au nom de quoi est-ce que nous luttons contre la... Ouais, mais tu choisirais quoi comme définition? Mais je sais pas, pour dignité humaine. Enfin, tout ça, c'est une question d'abord de philosophie, même de spiritualité. D'abord, faut définir c'est quoi notre position existentielle dans le monde. Ah, ça fait très très philosophique, mais croyez-moi, tous les programmes politiques sont l'expression d'une certaine idée du monde, premièrement. Deuxièmement, en conséquence, je mets en place un combat, une stratégie. Par rapport à quoi je le fais? Si c'est par rapport à mon adversaire, tu as perdu. Si c'est par rapport à un objectif qui dépasse ton adversaire, tu engages ton adversaire dans ton sens. Revenons au combat des Noirs, des Blacks, des Afro-Américains. Le combat n'est pas encore terminé. Ah bah, loin de là. Bon. Et je pense qu'il faut questionner certaines stratégies aussi. Mais la question, elle n'est pas là. Il n'empêche que la stratégie du combat pour les droits civiques a fait quoi? Deux choses. Sur le plan politique, d'abord structurel, et sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique, ils ont pris des éléments de principes universels que leur adversaire ne pouvait pas remettre en cause. La dignité de l'homme, l'égalité, la fraternité, les Martin Luther King, même les Malcolm X, que souvent on dit qu'il était plus dans la violence. Mais cette violence était... Mais nous, on est team Malcolm X davantage. Moi, je suis plutôt dans la team Malcolm X aussi. Ah, voilà. Bon. J'ai l'impression parfois il nous prend pour des petits... Non, mais Malcolm X, pour moi, était quelqu'un de beaucoup plus structuré que ce qu'on veut... Ah, bah, bah non, mais... Bon. Il y a surtout vers la fin de sa vie. J'invite les gens à lire le livre de Sadric Chiari sur Malcolm X. Exactement. Mais il y avait une vision qui faisait que même l'adversaire, à un moment donné, dans son fort intérieur, il disait « Je suis vraiment une merde. » C'est pas possible ce que je fais. Mais ça, dans votre adversaire, si vous arrivez à l'atteindre à l'intérieur comme ça, vous avez gagné. La victoire n'est qu'une question de temps, premièrement. Deuxièmement, la structuration, effectivement, d'organisation, avec des stratégies qui sont pensées, avec des leaders qui sont reconnus et autres, etc., qui organisent un combat et qui forcent l'autre à se positionner moralement et politiquement. Est-ce que nous, on a fait ça? Je crois pas. Et enfin, troisièmement, alors il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord, on va voir. On pourra en discuter. Je ne dis pas que des personnes n'y ont pas pensé. Et je dis que globalement, sur le plan politique, on n'a pas réussi en tout cas. Ouais. On n'a pas réussi encore. L'assassinat de Naël, prenons cela, sur le plan stratégique. C'est impossible à défendre le fait d'assassiner un jeune homme de cette manière. Tout le monde l'a vu. Très bien. OK. Comment ensuite on a utilisé, quelle stratégie a-t-on mis en place à partir d'un fait symbolique fort quand même, hein, pour que le reste de la société se dise « Ouf, c'est indéfendable ». Je pose la question encore une fois, les stratégies manifestées, même nos jeunes quand ils sont partis tout casser, moi je les ai soutenus. Ouais. J'ai soutenu l'idée que c'est normal qu'ils soient en colère. Ouais. Mais politiquement, c'est une catastrophe. Ouais. Mais parce qu'il n'y a aucune organisation politique à l'intérieur. Eh ben voilà, on a perdu ici. Ouais. C'est là où je questionne. C'est là où je questionne les leaders politiques et leur capacité ou pas, religieux d'ailleurs et politiques, leur capacité ou pas à un moment donné, en amont des catastrophes, d'avoir une vision et une stratégie, de faire un travail d'éducation populaire efficace, de sorte que même quand il y a des grosses catastrophes comme ça, on sait comment utiliser un tel événement dans le sens de nos idées politiques. Samir ? Pardon, là je veux marquer mon désaccord, parce que moi, pour ma part, je ne trouve pas du tout que ce soit une catastrophe sur le plan politique. C'est-à-dire que déjà, c'est pas une
comment dire, ce qu'on a appelé les révoltes, ce qu'on a appelé les émeutes, etc. Peu importe, on les appelle comme on veut. Moi, je préfère dire révolte, voire révolution. Voilà, moi, je vais donner mon avis après. Voilà. Moi, perso, j'utilise émeute dans le sens où il y a une expression violente de la colère qui a eu lieu. Qui n'a pas été, sauf erreur de ma part, qui n'a pas été structuré, j'allais dire, par des mouvements politiques. C'est-à-dire, c'est pas des leaders politiques qui ont dit à des jeunes à les casser. Voilà. Ouais. Non, mais je décris la situation. Voilà, il y avait une forme de spontanéité. Après, c'est pas un idéal. Je veux dire, il y a pas d'idéal, il faut pas idéaliser la violence dans le sens de dire ouais c'est génial, ils ont tout pété, etc. Mais en même temps, c'était leur mode c'était leur réponse à cette situation. Et ensuite, à un moment donné, il y a une reprise en main, si on peut dire, de l'État policier, et aussi un investissement du politique dans la compréhension, etc. Donc pour moi, vraiment, je pense on doit se solidariser de bout en bout avec la démarche des jeunes qui étaient dans la rue. Mais là, moi, je pense que où je suis pas d'accord, c'est que, moi, j'ai pas eu la sensation qu'on se désolidarise de ce qui s'est passé. Pour moi, je garde le terme d'émeute parce que émeute, ça qualifie tout à fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été un mouvement spontané et désorganisé. Comme on a dit, il n'y a personne qui a organisé ça. Il y a eu un soulèvement populaire comme ça de la part de ces quartiers. Mais justement, ce type de soulèvement qui est désorganisé, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation depuis des années et des années dans le quartier qui fait que il y aurait eu cet événement, peut-être qu'il y aurait une réponse politique structurée qui aurait pu prendre plein de formes, tu vois, mais vraiment forte. Et je veux dire, même en trouvant moi je trouve une légitimité dans cette colère. Je veux dire, cette colère, elle exprime quelque chose. Elle exprime un ras-de-bol, pas seulement sur les violences policières, mais par exemple, on a vu qu'il y a des jeunes qui se sont pris à l'école, mais c'est aussi leur rapport à l'école, comment c'est injuste, comment les humiliations qu'ils y subissent. Donc il y a une légitimité. Mais c'est pas parce qu'il y a une légitimité il veut dire c'est aussi dangereux pour les jeunes, ces émeutes. Tu vois, même de notre point de vue. De notre point de vue, c'est pas l'idéal. C'est dangereux. Après, ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent être tués, blessés. Ils peuvent tuer ou blesser des gens. Ils se rendent pas compte que même dans les quartiers, t'as des parents qui étaient inquiets, qui sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, parce que quand même, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, je suis. Alors je dirais pas peut-être catastrophe, mais pour moi, c'était pas le mouvement idéal, mais en même temps, c'est celui qui a été fait. C'est pas pour rien. Et c'est là où on se rejoint, c'est que y a rien qui a été fait. Je veux dire, les quartiers sont pas organisés, on les laisse à l'abandon, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je dirais pas que c'était souhaitable, je dirais pas non plus que c'était une catastrophe dans le sens où c'est le produit d'un environnement politique. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est pas pour contredire, il faut contredire. C'est pour discuter, quoi. C'est une question de fond ici. Voilà. Quel est le rôle d'un leader politique ? C'est de transformer le chaos en cohérence. Il y a des événements qui sont là. Ils sont là, c'est tout. Le génie d'un grand leader politique, ou quand il y a des leaders politiques, c'est de donner un sens aux événements, de les orienter dans un certain sens. C'est ça le rôle d'un homme politique ou de mouvement de quartier politique ou leader religieux, autre, etc. C'est l'absence de ce type de pensée, mais qui ne peut pas se faire dans la réaction immédiate. Ça veut dire, regardons, personne n'avait prévu la dissolution. Ouais. D'accord, hein, très bien. Pourtant, les partis politiques, notamment la France Insoumise, ils étaient prêts. Ouais. Parce qu'en amont, ça fait 20 ans que les gars, ils s'organisent, ils travaillent. Nous, quartier populaire, j'étais dans une association que je ne vais pas citer, parce que je me fais trop de problèmes avec certains, et apparemment on trouve un peu trop critique. Immédiatement, on n'a pas de programme, on n'a pas de vision. Il y en a certains qui sont même partis mendier des places à la France Insoumise. C'est honteux, stratégiquement. Ouais. En politique, si tu mendies, t'as perdu. T'es perdant. C'est comme si tu te mettais à 4 pattes devant le gars. Il va pas te respecter. Ouais. Donc, et en plus, t'as pas de structure, t'as pas de vision, ce qui fait que quand des événements comme ça viennent, t'es pas prêt. Est-ce que, parce que là tu dis de nous, tu parles d'un nous, des quartiers, est-ce que tu penses que les musulmans, en tant que musulmans... Les quartiers, la communauté musulmane, on va parler aussi des imams après. Oui, voilà, mais juste pour aller vers ça, est-ce que tu penses qu'on peut s'organiser en tant que musulman ou la catégorie musulman n'est pas... est trop hétérogène pour qu'on s'organise en tant que tel? Déjà, c'est même pas une question de catégorie musulmane ou pas, ça dépend qu'est-ce qui imprime les esprits. Un homme politique doit être aussi efficace.
Si c'est le mot musulman qui fait que les gens vont sortir, bah, je vais l'utiliser sans vergogne. C'est tout. Je ne vais pas me gêner parce que des autres sont pas d'accord avec moi. Il faut être pragmatique ici. Mais la question, ce n'est pas ce que je vais utiliser, c'est qu'est-ce que je mets dedans. Ouais. Quelle proposition je mets dedans. Moi, je pense que se mobiliser au nom de l'islam, c'est une erreur. C'est une erreur, mais se mobiliser sans l'islam, quand on parle à une certaine communauté, notamment la musulmane, c'est aussi une erreur. Ouais. Tu penses que pour parler aux musulmans, il faut avoir des références aussi Il faut utiliser, il y a un art d'utiliser la philosophie et une religion. D'accord. Et il ne faut pas faire l'imam ici. Le politique doit comprendre ce qui fait mobiliser la population à laquelle il s'adresse et trouver les codes de cette forme de mobilisation. Les nôtres, depuis toujours, et jusqu'à présent, ce qui les fait vibrer, c'est la religion. Oui. C'est un fait. Donc, ce n'est pas le communisme, ni la lutte des classes qui nous fait vibrer, je l'ai dit encore tout à l'heure. Et même, ça a été des mauvaises expériences pour certains, une mauvaise image. C'est ce qu'ils nous ont fait quand même, nos amis communistes et socialistes. Hein. Ouais. Mais encore une fois, moi, j'en veux même pas aux socialistes et aux communistes. Hein. Moi, j'en veux à ceux qui ont cru. J'en veux à ceux qui n'ont pas su voir que dans un rapport de force entre dominant et dominé, même lorsque le dominant a une bonne volonté, ça nuit à la relation. Donc il faut s'émanciper tout simplement et être force de proposition sur le plan politique, économique et sur le plan culturel et symbolique. Ce sont les deux armes qui permettent la souveraineté d'une personne et d'une communauté. Donc la question pour moi de savoir est-ce qu'on se mobilise ou non l'islam ou pas, elle ne se pose pas à ce niveau-là. Mais c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens en fait, justement, vu le contexte actuel, beaucoup de gens, et notamment dans les quartiers, et même des musulmans eux-mêmes, ont peur de mobiliser l'islam parce qu'ils savent que s'ils mobilisent l'islam, ils vont être attaqués pour ça. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nos adversaires, il faut assumer. Nos ennemis veulent coûte que coûte. Après, il y aura Omar qui aura une question, mais tu prendras le micro. Nos ennemis veulent coûte que coûte nous faire peur de nous-mêmes. Moi, encore une fois, parce que le problème de l'énergie, la religion, c'est une énergie. Je ne parle pas du côté il prie pas. On s'en fiche, en fait, c'est pas ça. Mais quand à un moment donné, je dis, bon les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que durant la colonisation, nos pères se sont mobilisés contre la domination coloniale au nom de leur religion? Oui ou non? Oui. Très bien. Ok. Est-ce que vous pensez que nos adversaires n'ont pas le souvenir de cela? Ils ont le souvenir. Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant qu'acteurs politiques et sociaux dans les quartiers populaires, vous ne mobilisez pas? Les mouvements des quartiers populaires mobilisent que dalle dans les quartiers. On est des groupuscules. Voilà. On est là, on se fait plaisir et tout, et on va mendier nos places auprès des grands partis politiques. Alors, individuellement, il y a des gens qui réussissent. Moi, je suis sûr qu'à titre individuel, mon profil va être intéressant pour beaucoup. Mais je ne parle pas de la trajectoire individuelle des gens. Je parle à un moment donné, en tant que collectif, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit penser politiquement pour nous organiser? L'étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous oblige à un moment donné à voter pour ceux qui veulent l'égalité. Donc oui, là, en mode. Là, il faut voter. Maintenant, NFP, arrêtez de. Mais les amis, si on veut arrêter d'être tout le temps en mode mendiant, et si on veut contribuer au sauvetage de la France contre le fascisme, il faut qu'on s'organise. Ouais, mais là, je sais. Oui, on est totalement d'accord avec toi. Et je vais laisser après la question Omar, mais il va dire, mais les gars, il y en a, ils vont te dire, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Notamment avec le Parti des indigènes de la République, tu vois, tout ça, ils vont dire, on a essayé d'organiser. Ce sont des acquis. Oui. Qu'on ne doit pas mettre de côté. Ouais. On doit construire sur ces acquis. D'accord. Mais en ayant une stratégie peut-être différente et une vision qui ne soit pas une vision d'opposition, mais une vision de proposition. Ouais. Alors, c'est pas qu'un jeu de mots. Hein. Ouais. Je suis contre quelque chose, c'est pas pareil que je suis pour quelque chose. Après, il y a une part de sémantique, quoi. Il y a une part de sémantique, c'est-à-dire que, je veux dire, s'opposer à quelque chose, c'est aussi une action. Je veux dire. On s'oppose pourquoi en fait? Bah, on s'oppose parce qu'on est en désaccord philosophique ou politique avec quelque chose qui se passe. Quand je dis je suis anti-impérialiste, c'est qu'il y a des politiques qui sont menées à l'échelle nationale ou j'allais dire internationale qui font que qui provoquent tout un tas de désastres et d'oppressions, etc. Et du coup, on s'oppose à ça pour que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête et pour proposer une autre société.
Donc si tu veux, c'est les deux. Il faut parler de la proposition de la société. C'est à partir de la proposition de la société que je détermine ce pourquoi je suis contre. Parce que souvent, à part d'être occupé d'être contre, on ne construit rien. Prenons un exemple. J'ai dit qu'il fallait ouvrir une fenêtre d'Overton à gauche. Gagner la bataille culturelle. Moi, je suis pour le fait, déjà, de donner la possibilité à tout être humain qui vit sur le territoire les droits. Papier, pas sans papier, on abolit la question des papiers. On abolit l'idéologie de l'assimilation, de l'intégration. La personne qui vient, c'est une personne comme toi. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Moi, les principes d'égalité, de fraternité, j'ai pas attendu d'aller à l'école pour qu'on me les apprenne. Je les apprenais chez moi, avec mon père, avec ma mère, dans la manière dont on était traité à la famille, dans les histoires qu'ils nous racontaient sur mon grand-père, mon arrière-grand-père, sur mes traditions, dans les histoires qu'ils me racontaient sur le prophète, sur Bilal, et ce qui lui est arrivé. Ah, ça m'inquiète, ça. Quand je vais à l'école, ensuite, quand on me dit liberté, égalité, fraternité, je percute tout de suite. Mais ça, c'est bien. Ça ressemble à ce que mon père m'a dit. Donc, dire qu'il faut que je m'assimile, c'est partir du principe que ces principes ne sont pas universels, au fait. Si ces principes sont universels, elles doivent exister dans toutes les cultures, normalement. Ça ne doit pas être une nouveauté ou une exclusivité de la France. Donc, quand un étranger, entre guillemets, vient chez nous, en France, je dis chez nous, hein, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un être humain ou un martien. Si c'est un être humain, il a les mêmes droits que nous. Il n'y a aucune raison de faire en sorte qu'une personne, se peut-être qu'elle n'a pas des papiers administratifs, c'est-à-dire une création purement politique, de dire parce que tu n'as pas le document qu'il faut, tu n'as pas le droit à ceci, tu dois avoir peur à chaque instant, tu ne peux pas travailler, tu dois travailler au noir, te faire exploiter, quelquefois te faire violer, et ensuite... à tout bout de champ, tu peux te faire attraper et jeter en prison, dans des camps de concentration. Alors on dit qu'il ne faut pas utiliser le mot de concentration. Ce sont des camps de concentration. Quand vous attrapez des gens, vous les mettez... des centres de rétention. Les centres de rétention, ce sont des camps de concentration. Bien sûr. Très bien. Ici, en tant que personne qui dit, moi j'ai un idéal et une vision. Elle est fondée sur une transcendance, je l'assume. Mais vous ne croyez pas en la transcendance, mais vous êtes d'accord avec moi que l'être humain est digne. Lui, c'est un être humain ou pas, ou c'est un chien? Non, c'est un être humain. Eh bien, on ne doit pas le traiter comme ça. On enlève les histoires de papier. Je sais que cette opinion est minoritaire dans la population. Mais comme les idées farfelues de l'extrême droite étaient minoritaires dans la population. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, c'est un exemple. Ça fait louable. Ça, c'est une conséquence. Pour moi, les deux s'articulent. Pardon. Omar? Moi, c'est juste par rapport au contexte, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi sur la théorie et encore sur les choses de l'échec. Je ne suis pas fondamentalement d'accord, mais on est dans un contexte où quand même, il y a la loi séparatisme, il y a des imams qui se font expulser, il y a des associations qui se font dissoudre, il y a des mosquées qui sont fermées. On est dans ce contexte-là, tu vois. Oui. Donc on peut avoir cette belle idée, mais elle est en face d'un appareil répressif. C'est vrai. Voilà. Donc comment concrètement, toi, tu vois la chose, en fait? C'est quoi ta solution? Même si tu as un principe qui dépasse, comment dire, l'opposition, tu es en face de gens qui sont clairement opposés à l'islam et qui le disent clairement, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Là, par exemple, si on parle des musulmans, si tu te structures en tant que musulman, tu es taxé de séparatisme tout de suite. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas même s'il n'y avait pas de la loi, il faut aussi prendre en considération la culture politique d'un pays. Ça n'a pas de sens, en tout cas à mes yeux, de s'organiser en tant que musulman. Il faut s'organiser en tant que porteur d'un idéal et d'une vision. Ouais, mais on peut utiliser le mot solidaire. Le contexte législatif et exécutif, il a un poids. Et donc, t'es pas à l'abri, toi aussi, de prendre une obligation de quitter le territoire si tu as la double nationalité. C'est vrai. Ou comme Iqiyoussen ou comme d'autres, tu vois. On est tous binationaux ici. Moi, je suis mais la question, le rapport de force politique doit se gagner au niveau de la mobilisation de la population. Et cette mobilisation de la population doit se faire par deux types d'acteurs qui doivent être en alliance. Les acteurs religieux, et il faudrait qu'ils se libèrent d'une certaine bigoterie. Il y a un travail à faire ici. Et les acteurs politiques, et eux, il faudrait qu'ils se libèrent d'une stratégie de réaction et de court terme. Il faut qu'il y ait une alliance entre ces deux types d'acteurs. Très bien, premièrement. Avec une certaine intelligence quant à la manière d'utiliser les ressources politiques et symboliques en même temps. Deuxièmement, oui, il faut à un moment donné des leaders politiques qui n'ont pas les fragilités que nous connaissons par ailleurs auprès d'autres acteurs.
Revenons par exemple à la question des imams. Un imam en France, qui est imam, et qui n'a pas ses papiers, ou qui n'est pas de nationalité française, il est fragile. Ah oui. Bon, on l'a vu avec, comment il s'appelle Majou. Il est fragile, premièrement. Donc le choix des imams doit être questionné. Deuxièmement, au-delà même de l'imam, les institutions de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'islam de France, je suis contre ce concept. J'ai déjà eu des discussions avec certains théologiens. Mais les institutions sont faibles et elles sont tournées vers le but de faire plaisir. Non pas de représenter les populations qui financent quand même leur mosquée, mais de faire plaisir au pouvoir. Ceux qui sont aujourd'hui les acteurs de ce qu'on appelle l'islam de France, ce sont des colonisés. Oui. Tels qu'ils sont. Donc, mais ça, il y a une mobilisation d'acteurs comme toi, comme moi, qui ne font pas partie des appareils, et qui peuvent avoir une certaine voix, et notamment auprès de la jeunesse, de se prendre en main. Et d'utiliser la sève spirituelle qui est la leur comme une arme, et comme un moyen, déjà, de remise en cause de certaines choses qui se passent à l'intérieur de la communauté, d'une part, de faire prendre conscience et de rendre citoyens un certain nombre des nôtres qui sont plus sensibles à la question spirituelle, une interprétation de la spiritualité qui vient alimenter la citoyenneté. Ça, il y a un travail théologique, il y a un travail idéologique et intellectuel à faire. Et des acteurs politiques qui savent utiliser de façon stratégique ces éléments-là. Mais je suis désolé, les amis, un leader qui a peur, il faut qu'il abandonne. Moi, je comprends qu'on ait peur. Ouais. Ok, mais on fait quoi alors? On se laisse manger? Donc oui, il y a la loi séparatiste. Il faut changer cette loi. Et comment on change cette loi? Il faut se mobiliser, les amis. Il faut voter en masse. Il faut se structurer. Il y a des gens qui vont tomber, c'est vrai. Mais mieux vaut tomber en se mobilisant que tomber en tremblant, en se regardant. Les imams qui sont fait expulser, les associations qui sont en train de subir aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Je vais être sévère. Hein. Tu es dans un combat et tu as la naïveté de croire qu'il te suffit de dire « j'aime la République » pour que ça soit suffisant. Où est le rapport de force? Où est la stratégie? Ces gens-là avaient pignon sur rue dans les années 2000, je me souviens. Années 2000-2010. Il y avait des intellectuels qui passaient tout le temps à la télévision. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme stratégie pour faire en sorte qu'ils ne soient pas une seule cible que l'on vise et que l'on élimine? Ils n'ont pas fait le travail, à un moment donné, de mobilisation. Ils n'ont pas fait le travail de formation et d'éducation populaire et de citoyenneté. Je veux dire qu'on paye les erreurs... Mais oui, les personnes qui étaient en capacité de le faire ont manqué, à mes yeux en tous les cas, de vision, de stratégie, et ils subissent ce qu'ils sont en train de subir. Quand une personne a derrière lui 1 million de personnes, c'est pas aussi facilement renvoyable qu'une personne qui est tout seule dans son corps avec une institution qui est coupée de sa base. Bien sûr. Voilà, c'est un peu mais je suis d'accord pour le fait qu'il faut dialoguer et discuter. Oui, tu parlais aussi de la bigoterie des acteurs religieux. Qu'est-ce que tu entends par là? Et il y a aussi des gens qui te disent ouais, mais le problème aussi dans la communauté musulmane, c'est l'hégémonie lui, il appelle le wahhabisme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. L'hégémonie du salafisme, qui est une lecture, pas seulement littéraliste, hein. C'est une lecture qui dit que on ne peut comprendre l'islam qu'à l'aune du mode de vie des anciens. Donc, de principe, ils annulent l'universalité de l'islam ici. Ils disent, il faut que tu vives comme eux avant pour que tu sois un bon musulman. Et c'est une impasse, parce que le mode de vie des anciens ne correspond pas aux enjeux de notre modernité. Et donc, ça coupe complètement la communauté. On nous transforme en fait en schizophrène à ce moment-là, quand on suit ce genre de voie. Parce qu'on nous dit, par exemple, il y a un certain nombre d'interdits que eux pensent être l'islam. Moi, je pense que c'est une invention pure et simple. Prenons le cas de la musique, de l'art. L'art, la musique, la culture, c'est quelque chose d'essentiel dans une civilisation. Les Noirs afro-américains, pour revenir à mon propos de tout à l'heure, une des stratégies qui leur a permis de faire reculer un certain nombre de propositions de leurs adversaires, c'est la culture, c'est le sport. La musique américaine, c'est une musique noire. C'est une musique africaine. Ils ont pris les valeurs positives universelles des États-Unis d'Amérique, mais ils ont gardé le fond culturel qui était le leur et qu'ils mettent partout.
et qui causent l'admiration des uns et des autres. Mais quand vous dites à des gens, à une communauté entière, musique c'est haram. Eh ben, ok. Les images, tu peux pas. Enfin, vous êtes en train de tuer nos capacités à pouvoir contribuer à la société. Donc ça, c'est une idéologie, non seulement qui pour moi pose problème sur le plan islamique et au niveau théologique, mais pose problème même en termes de stratégie. Vous nous désarmez, les amis. Ouais. Donc il ne faut pas les écouter. Mais moi, je dis aussi à un moment donné aux musulmans, il n'y a pas de clergé en islam. Frère, réfléchis. 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 Est-ce que tu penses que l'islam est là pour te bloquer la vie? Il y en a, ils pensent que pour être un bon musulman, tout est interdit. Alors, quand tu peux plus bouger de chez toi, alhamdoulilah. Ah waouh, je souffre et tout, mais ça va. Non, c'est pas le but. Si une religion, elle est ainsi, il faut abandonner cette religion. L'islam a pu s'adapter à toutes les cultures et a mis en place une civilisation mondiale et internationale en Afrique, en Inde, au Maghreb, en Europe et un peu partout, parce qu'il y avait des principes universels et c'était pas composé de lois hyper compliquées. Nos savants ont rempli toutes nos vies de règles. Jusqu'au petit ongle, on doit demander l'avis des savants pour savoir si on a le droit. Si on doit se ronger les ongles, la taille de la barbe. Ouais. Et c'est pas normal. Ça va à l'encontre de ce que dit le Coran. La vision, ce qui a fait que les chrétiens, tout le christianisme de l'Afrique du Nord, qui était sous domination romaine et qui était d'obédience chrétienne arianiste. Je ne rentre pas dans les débats théologiques, mais ils professaient l'unité de Dieu et le fait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Bref. Mais tous ces gens-là, ils sont rentrés dans l'islam, pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, voilà une religion qui ne nous casse pas la tête avec les idées farfelues théologiques que l'Église romaine nous a imposées. C'est tellement simple de rentrer, allez, on y va. On rentre. Ça correspond. Il n'y a pas de chichi, c'est ça. Ah, c'est que comme ça qu'on prie. Il n'y a pas de... Non, tu mets de l'eau sur tes membres et tu pries. Nous, on a compliqué les choses de sorte qu'on ne vit plus. Donc, ouais, il y a un combat à mener à l'intérieur sur le plan théologique et philosophique que je suis en train de mener par ailleurs. Bon, on verra les résultats d'ici quelques années ou après ma mort. Mais il y a des personnes dans la communauté musulmane qui comprennent ce que je suis en train de dire et qui veulent vivre dans la société, qui veulent vivre bien, qui ne veulent pas être en contradiction entre la modernité et leur spiritualité religieuse. Voilà. Ouais. Je peux vivre français. Je disais ça quand j'étais en sociologie urbaine à Sciences Po. Le gars nous avait dit la bourgeoisie. J'aimais bien ce avec son accent. Je ne vais pas dire son nom. Et il nous a dit, mais vous savez, quand on dit que la communauté maghrébine ou musulmane ne s'intègre pas, c'est une erreur. Il faut voir le nombre de jeunes femmes qui consomment la sexualité avant le mariage. Et t'es là, tu regardes, tu dis, mais il est sérieux, lui. Je lui pose la question, je lui dis, j'étais un peu impertinent à l'époque. Je le suis toujours un peu, je crois. Et je lui dis, mais ce genre de discours, c'est ce qui fait qu'il y a un malentendu. Vous ne mettez de critères d'intégration des nôtres dans la société qu'à l'aune de leur transgression de leur propre religion. Ouais. Moi, je peux être un bon Français, et je pense que je suis un très très bon Français, un très bon citoyen, tout en étant correct. Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je respecte ma femme et mes enfants, je respecte la loi, et je considère toutes les personnes qui vivent dans ce pays comme étant mes frères. Et je le fais au nom de ma spiritualité et au nom de l'idéal républicain comme enseigné. Mais il n'y a pas de contradiction. Et mon apport est décisif dans le débat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il faut une alliance du côté spirituel et du côté politique. Ouais. Sans vouloir dire que le politique doit être un imam et l'imam doit être un politique. Il faut quand même distinguer les ordres. Mais nos imams, à mes yeux en tous les cas, bon, je comprends qu'ils aient peur. Ouais. Mais il y a beaucoup de lâcheté. Encore une fois, je le dis, t'as peur, tu démissionnes. Message tu laisses la place à quelqu'un. Tu laisses la place à quelqu'un. Là, par exemple, les imams, tu penses qu'ils devraient dire qu'il faut aller voter? Oui, il faut le dire. Moi, j'irais même plus loin. À un moment donné, il faut orienter directement. Eux, ils proposent l'égalité. Là-bas, ils proposent l'inégalité. Au nom des valeurs qui sont les nôtres en islam, on va dans quel sens? Ouais. Mais le climat n'est pas forcément propice à ça, quoi. Quand tu vois le nombre d'expulsions qui ont eu lieu dans les derniers mois, plus toutes les enquêtes, les pressions qui sont faites sur pas mal de mosquées. Mais il faut protéger nos imams aussi. Il faut protéger nos imams. Il faut que la communauté se mobilise. Tout à fait. Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait des gens qui structurent ça.
Les grandes associations musulmanes. Lesquelles Bon, je ne vais pas me faire des ennemis. On les connaît. Tu parles quoi de l'UOIF, les choses comme ça? Entre autres. Ouais. Il nous reste une dizaine de minutes et après on va... Mais il faut protéger, effectivement. Nous avons des institutions très très faibles. Donc on ne peut pas faire reposer les choses sur des individus. L'immaturité politique... Et donc, qu'est-ce que tu penses, excuse-moi d'avoir coupé, mais justement, dans ce que disait tout à l'heure Wissam, il évoquait l'affaire de l'imam Majoubi. Là, tu considères qu'il a été, mais il a été injustement livré à la vindicte? Il a été injustement traité. Bon, il y a une carence intellectuelle. Ah ouais, d'accord. Là, on va aller droit au but. Il y a une carence intellectuelle. Là, comme on dit, tu sais, avec un ami comme ça. Là, on n'était pas besoin de nuit. Voilà. Non, il y a une carence au niveau du discours. Ouais. Tu dis, frère, voilà, quand tu parles... c'est un imam à l'ancienne. Structure ton propos. Mais on a tous compris ce qu'il voulait dire. Oui, oui. Et il n'y avait pas mort d'homme ici. Il y a des gens qui font pire contre la France ici. Oui, bah oui. Il y en a qui sont même contre la République française. Surtout qu'ils ne visaient pas la France, ils visaient les drapeaux pendant la CAN. Compagnie, la CAN et compagnie, etc. Après, il a ramené l'histoire du Mahdi, du Dajjal et compagnie. Non. Bon. C'est là, je dis, bon, c'est pas structuré. Mais c'est pas ça le propos à la rigueur. Le fait qu'on puisse expulser comme ça une personne de sa famille en se disant, c'est pas grave, c'est un musulman. Ça va nous arriver à tous. C'est ça qu'il faut dire à la société française. Ça va tous vous arriver. Et ça a commencé. On a des femmes et des hommes politiques qui se font convoquer par la police. Ouais. Mais ils avaient commencé par qui avant? Par nous. Ils avaient commencé par nous. Et les autres, ils le regardaient, ils disaient rien. C'était des tests, quoi. C'était des tests. Tout le monde s'est tu. Donc à un moment donné, les gens, réveillez-vous. Ici, c'est pas une question de musulmans. Ici, c'est une question de nous tous, on va y passer. Ouais. Après nous, ce sera vous. Mais si vous ne le faites pas pour nous, faites-le au moins pour vous. Le problème, c'est que ça ne se décrète pas. Tu décrètes pas un soutien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens individuellement, on en fait certainement partie, ou au nom de petites organisations, on va dire, qui ont bien sûr condamné. Nous, on en a parlé dans les émissions. Il y a plein de gens qui se sont soulevés contre ça, mais politiquement, ça n'a rien produit. Donc là, la question la question que je veux poser justement derrière, c'est tu parles depuis tout à l'heure de structurer politiquement, mais c'est quoi l'acte 1, si je puis dire, ou vous voulez que je rentre dans les détails Non, mais sans... les détails d'une recette. Ça se pense... Pas dans les détails d'une recette, dans les détails d'une démarche, d'une dynamique. C'est comment on fait bouger le truc? Il y a 2 points. Premièrement, du côté des quartiers dits populaires. Arrêtez de s'organiser. On peut s'organiser à partir, mais ne pas se définir par les quartiers. Premièrement. Deuxièmement, ayons une organisation qui arrive à rassembler les différentes... à créer une synergie. Pas une union dans le sens uniforme du terme. Il faut créer une synergie. Alors, les différentes communautés, tu veux dire? Non, les différents mouvements politiques. Les différentes organisations. Les différentes organisations, il faut créer une synergie. Un front. Un front, appelons ça comme cela. Mais ce front, un gros front j'espère, ce front, en tous les cas, doit être fondé non pas sur la lutte contre un adversaire, mais sur une proposition politique. Et de mettre en place des organisations de type d'éducation populaire, des institutions comme des think tanks, de nous donner les moyens de financement autonome. Et ça, je suis sur un plan sur 10 ans. Alors, quelquefois, je dis 25 ans, ça fait peur aux gens. 10 ans. Ouais. Non, mais court terme, moyen terme, long terme. 10 ans. Et ça doit se penser. C'est un premier élément. Du côté de la communauté musulmane et de sa fragilité, moi, je suis pour le fait de créer une liste électorale musulmane qui doit choisir ses représentants. Alors, pas maintenant. Maintenant, on verra après. Ouais. On m'avait dit pour eux. Mais il faut à un moment donné construire des institutions qui soient soutenues par la masse. C'est ce qui leur donne une légitimité face au pouvoir. Il y a un parti qui existe, l'Union des démocrates musulmans. Bon, je ne vais pas dire ce que je pense ici. Peut-être dans notre émission. Il y a un échec patent ici aussi. Ouais. Mais pour dimanche prochain, il faut une mobilisation. Ouais. Les gens, il faut qu'on arrête de rigoler. Hein. Ouais. Ça pour moi, alors attends. Non, pas toi. Parce que je suis en train de sourire au moment où... En plus, t'as un beau sourire, machallah. Attends. Vas-y, je t'écoute. Les gars, arrêtons de rigoler, arrêtons de chipoter. Allez voter pour faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir et surtout pour qu'on ait une meilleure vie.
il n'est pas possible de vivre en France avec les salaires que nous avons. C'est horrible comme façon de vivre. Et si au moins vous ne le faites pas pour une proposition, une amélioration de votre vie, faites-le au moins pour ne pas vous faire assassiner rapidement par la police, parce qu'eux, on va leur donner le droit de vous tuer, et ce sera à vous, morts, de prouver qu'ils n'avaient pas le droit. Vous serez morts dans le film, peut-être même dans la bande-annonce, et peut-être même avant. Et samedi, il y a la marche en hommage à Naël Larmo, qui a été assassiné il y a quasiment une année. Et donc, ça sera la veille en plus du premier tour. J'y serai. Donc, si vous voulez justement ressentir une force de mobilisation et de contestation, de l'ordre établi et de conscientisation, eh ben, il faudra être à cette marche. C'est à partir de 14h, je crois, à Nanterre. Si je me trompe pas. On va faire une dernière conclusion, chacun un dernier tour de parole. Je dis juste, pour moi c'était un plaisir de discuter avec toi, Ousmane. Moi j'ai envie de penser que c'était le premier round. Ça serait intéressant de faire d'autres formules comme ça, de discussion. On verra sur le format. D'ailleurs, il y avait plein de questions, il y avait plein de remarques, mais vu que là on défriche, voilà, il y a des gens qui ont aussi des critiques et tout, donc on fera ça. Il y a eu le truc. En plus, ça aurait été contre-productif. Non, mais j'ai vu le truc habituel, coraniste, on mise dans la. Ici. Ouais, coraniste. Les amis, on parle pas de ça, là, on parle politique, les amis. Enfin, non, on traite les questions théologiques ailleurs. Inch'Allah, il n'y a pas de. On peut le faire aussi, mais là c'était une première, donc fallait. On fera une prochaine fois, peut-être que ça sera un peu plus sur ça. Mais moi, je lirai ton livre et peut-être que je t'inviterai pour discuter avec grand plaisir. Le prochain, je pense que ce sera sur l'islamo-gauchisme. Mais avec une préface de Wissam alors. Juste avant que je passe au dernier tour, je rappelle, voilà, donc demain il y a une émission sur PDH avec Aoula Mazet. Aoula Mazet, pour ceux qui connaissent pas, ce sont les juifs décoloniaux, antisionistes qui invitent Enzo Traverso pour l'histoire du fascisme, tout ça, donc Enzo Traverso. Je rappelle la vente de la revue Nous, le numéro 2 et le numéro 1. Là en bas, on est en train de préparer les colis. Incroyable. Un jour, on vous parlera de qui prépare les commandes. On peut pas le dire là, on peut pas le dire. C'est incroyable, surréaliste de personnes qui est en train de préparer les commandes. J'ai vu. Voilà. On est d'accord, c'est surréaliste. J'ai vu des petites mains que je voyais grandes. Attention, il faut pas le dire. Ne pas que ça sorte de ces. Mais ça montre l'humilité de ces personnes. Voilà. Bravo. Les vrais. Et donc il y a ça et il y a le Tipeee pour nous soutenir et tout, pour qu'on puisse faire donner de l'oseille comme ça et d'autres occasions de réinviter des personnes qu'on n'entend pas dans d'autres médias. C'est ça qui est intéressant. Et on va faire un dernier tour. Je fais Samir et après je laisserai le dernier mot. Voilà, je pense que c'est très bien. Déjà très heureux d'avoir pu échanger avec vous, avec Ousmane. C'est vrai que spontanément, j'avais envie de réagir à beaucoup de choses que tu disais, etc. Mais ça me semblait justement contre-productif de tiquer à chaque fois. Voilà, à un moment donné, il faut laisser la personne qui vient. Ça me semble normal, en fait, tu vois, de pouvoir développer son discours tranquillement, on va dire. Et justement, là, de mieux se connaître. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que j'aurai le droit de revenir en deuxième semaine. Jouer la victime. Voilà, donc moi, mon rôle, c'est de jouer la victime, le discours victimaire. Et Inch'Allah, allez voter dimanche pour le nouveau Front Populaire. Mais juste pour abondir, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que parfois, moi ce qui m'énervait sur les plateaux, c'était que c'était trop consensuel. Et moi j'aime bien parce que tu avais une autre vision et c'est bien, ça amène. J'ai même vu Youssef bondir à un moment donné. Des débats, moi j'aime bien, je suis content de ça. Voilà. Ousmane, tu auras le dernier mot pour l'émission. Déjà, merci. Merci de l'invitation. Merci aussi de ce débat riche, on en a besoin. Et j'ai qu'une seule chose à dire. Mettons de côté les désaccords secondaires et concentrons-nous sur le principal. Allons voter et votons Nouveau Front Populaire. C'est nécessaire. Ensuite, il y a des choses à construire à long terme et quelques comptes à régler avec la gauche. Ça, on verra après. Alors, j'aurais une dernière question sur... Là, on parle du Nouveau Front Populaire. Est-ce que tu as des préférences dans les partis du Nouveau Front Populaire ou... Et les filles. Mais et les filles, c'est les vrais. Voilà. Et pourquoi tu n'as pas été candidat? Ben, je sais pas. Mais c'était prévu. Hein. Ah ouais? Non, je dis clairement, je peux pas tenir un tel discours sans, à un moment donné, mettre la main dans le cambouis et être un acteur politique. Bon, Inch'Allah, je le ferai. Mais j'ai d'autres priorités. Finir ma thèse de doctorat dans 3 mois. Après, on verra. J'espère que je bénéficierai de vos conseils. Et les filles ont pris des positions courageuses.
Et quand je vois des gens dire ouais, mais ils font ça pour séduire les musulmans. Eh frère, même quand je suis amoureux, je prends pas de tel coup. Ça vaut pas la peine. Séduire les musulmans et prendre les coups qu'ils sont en train de prendre, non. Non, ils ont des convictions, ils sont droits dans leurs bottes et ils sont du beau côté de l'histoire. C'est ça. Il faut les soutenir. Voilà. Les autres partis là, ça, comme je l'ai dit. On en rediscutera après. On en rediscutera, mais il faut que dans l'histoire là, ils soient minorisés et qu'ils disparaissent. Ouais. Mais pour qu'ils disparaissent, il faut que d'autres acteurs émergent. Eh ben écoute, c'était une super conclusion. Merci à toi Ousmane, c'était vraiment un plaisir, c'était cool. Bien, ouais. On verra ça sera sûrement à la rentrée qu'on fera d'autres rendez-vous, mais on verra le format. Merci à toi Samir. Ça va, je t'ai laissé parler. Mais moi j'ai rien dit, monsieur. C'était cool. Mais j'ai rien dit. T'as apprécié. Mais est-ce que j'ai le droit de dire ce soir mon slogan ou pas? Est-ce que la vulgarité t'as du mal? Non, moi je suis pour la liberté d'expression, je dirais Astaghfirullah dans mon cœur. Non mais je l'aurais dit de toute façon, nique la bac. Bon ça va. Dis pas Astaghfirullah. Il y a eu un petit... Il a eu peur de... Merci à tous. C'est mon slogan. J'espère que ça vous a plu, merci les gens, et rendez-vous demain pour Alouane Mazet, et très vite Inch'Allah. Hein, tu seras là? Moi je travaille ici. Tu seras pas dans l'émission? Non, je serai pas dans l'émission, c'est Alouane Mazet. Merci à tous et à très vite. D'accord. Salut. Il est beau sans lunettes.